Nous avons honte quand nous entendons parler d'Africains qui achètent des châteaux en Europe ou qui déposent des gros comptes dans les banques en Suisse et ailleurs. C'est une honte. Pendant ce temps, beaucoup d'Africains sont là misérables. Donc, nous ne pouvons pas permettre cela. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras morts qui t'engagent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Ce 15 octobre, les Sankaristes et les révolutionnaires du Burkina Faso commémorent un triste souvenir, l'assassinat de leur icône Thomas Sankara, l'ancien président du CNR, le Conseil national de la Révolution qui a régné durant 4 ans sur la Haute-Volta, devenu entre-temps Burkina Faso. Entre le 4 août 1983 et le 15 octobre 1987, Thomas Sankara aura permis, de par ses idées, de redéfinir les fondements du développement de son pays au moment où l'Afrique éprouvait des difficultés à inventer l'avenir et un mal de modèles et d'idéologie. Plus d'un quart de siècle après la disparition de cette icône panafricaine, voire mondiale, que reste-t-il de son projet politique? Le Burkina Faso, qui a vu naître la révolution d'août 1983, a-t-il profité ou profite-t-il de l'héritage de Thomas Sankara? Un héritage qui a consisté à inculquer des valeurs d'intégrité au peuple et d'être un modèle identificatoire pour ses contemporains. Cette émission se donne la mission de revisiter la vie et l'œuvre de Thomas Sankara en mettant en exergue l'héritage qu'il a pu léguer au Burkina Faso et au monde entier. Et pour nous éclairer, les invités suivants nous accompagnent. D'abord, Dr Jean-Hubert Bazier, journaliste et ancien compagnon de lutte de Thomas Sankara. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de venir parler de Thomas Sankara. Deuxième invité à cette émission, Yamba Malik Sawadgo, ancien député à l'Assemblée nationale et militant sankariste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour cette émission. Troisième invité à cette émission, Abdou Salam Kaboré, président du comité d'organisation du projet mémorial Thomas Sankara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour cette émission. Et quatrième invité à ce débat, Eric Kinda, de la coordination nationale du ballet citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que Ki Zéphirin, historien et enseignant, avait été convié à cette émission et à la dernière minute, il a préféré s'excuser. Et ce n'est que partie remise. Bonsoir, donc merci de votre disponibilité. Première question, docteur Jean-Hubert Bazier, vous qui avez connu l'homme, qui était Thomas Sankara? En quelques mots. C'est une grosse question. Je l'ai connu pour une partie de sa vie. Il y a d'autres qui l'ont accompagné depuis son enfance. Ce que je peux dire concernera cette partie de compagnonnage depuis qu'il a été secrétaire d'État à l'information jusqu'à la date fatidique du 15 octobre 1987. Tout d'abord, c'est un militaire et un jeune militaire que nous avons connu qui avait des idées politiques, des idées progressistes. C'était un officier qui avait de l'influence, de l'aura à l'intérieur même du corps militaire, et je crois que le commandant Abdou Salam Kaboré pourra le confirmer et mieux étayer ce que je dis. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, qui écoutait beaucoup, qui avait de la foi en ce qu'il faisait et qui avait mis au centre de ses préoccupations les intérêts du plus faible, du plus grand nombre. Et c'est pourquoi son action révolutionnaire s'orientait essentiellement vers ce que nous appelons couramment le peuple, c'est-à-dire ce plus grand nombre-là. Et j'ai appris à le connaître sous cette image, quelqu'un qui avait la foi,
quelqu'un qui avait le sens élevé de la justice, quelqu'un qui était à l'écoute des autres et qui avait une démarche pédagogique pour partager ses idées, ses ambitions et ce qu'il voulait véritablement faire pour son peuple. Voilà ce que je peux dire. Oui, Abdou Salam Kaboré, vous avez été également compagnon de Thomas Sankara. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation du docteur Jean-Hubert Bazier? Oui, tout à fait, tout à fait. Sauf que l'ayant fréquenté plutôt que Bazier, nous nous sommes connus au PMK. Il était en classe de zone quand nous on était en 3e. Ça a été la première promotion du bac du PMK. Nous les avons suivis. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés dans la vie active, lui officier et moi aussi officier. Et c'est là que nous avons commencé à nous fréquenter véritablement. Hein. Et nous avons créé le rassemblement des jeunes officiers que certains ont baptisé ROC, Rassemblement des officiers communistes dans l'intérieur. Lorsque nous avons commencé à former notre mouvement, nous voulions un mot fort, un nom fort pour caractériser notre mouvement. On a pensé à Kougri, mais avec d'abord Kougri, à ROC, et nous sommes finalement arrêtés sur ROC. Thomas Sankara, sur le plan militaire, était un vaillant soldat qui, malheureusement, lors de ce malheureux conflit avec le Mali, a fait ses preuves avec son unité commando qu'il avait baptisé Bailo. Ce qui est mémorable, c'est que en peu de temps, il a été adulé par ses frères militaires, officiers comme soldats. Bien sûr, il y a eu quelques bis avec les officiers supérieurs, mais enfin, ça n'a jamais été bien loin. Et ce qui est mémorable aussi, c'est que Thomas Sankara, il était au-devant de sa troupe. Toutes les manœuvres qu'il lui faisait faire, il les faisait lui-même. Et c'était bien vu par le soldat. Et ça répond bien à notre image de militaire. Le soldat se fait à l'image de son chef. Par exemple, on sait que à la fin du conflit, Thomas Sankara a fait le voyage de Wayuya à Ouagadougou avec sa troupe à pied et il a décidé de se retirer à Pau pour former son unité commando, son unité Bailo. Oui. À part ça, j'ai connu l'homme aussi, l'homme politique, qui, comme Bazier disait, avait ses idées. Et lorsque vous avez posé la question en off, il était de quelle obédience politique? Je vous dirais que lorsque nous avons commencé à faire le rassemblement des jeunes officiers, lorsque nous avons commencé à nous réunir, mot d'ordre. Peut-être qu'un jour on serait venu au pouvoir, mais c'était pas le but ultime. Et en venant au pouvoir, on voulait être aguerri. On ne voulait pas venir au pouvoir en ayant fait pam-pam-pam, en ayant dégagé 2 hommes au toit que je m'y mette. Donc Sankara avait voulu que nous soyons des officiers formés. Et lorsque nous avons commencé à nous entretenir, à nous former, nous avons choisi le socialisme scientifique comme base de nos travaux. Et comment vous définissez ce socialisme scientifique? On connaît le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme. Et mot d'ordre avait été donné à chacun de nous de nous intégrer aux forces vives et de nous acquérir auprès d'elles. Par exemple, nous qui étions repartis en spécialité, on était intégrés au mouvement étudiant à l'UGEB. Et d'autres camarades ici fréquentaient les groupes syndicalistes pour s'aguerrir, etc., etc. Donc, et comme lui-même il l'a dit, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Il pensait, et il avait raison, que nous, militaires, nous ne sommes pas à marge. Et que nous devons aussi nous former, nous intégrer à elle et
travailler avec elle. Et on a comme l'impression que depuis que le militaire est rentré sur la scène politique, il a du mal à quitter cette scène politique. Ça, c'est un autre débat, mais on va y aller. Eric Kinda, oui. Pour vous, Thomas Sankara, qu'est-ce que ça vous rappelle en tant qu'homme, en tant qu'humain? Bien, merci de me passer la parole, mais j'aimerais revenir un peu sur votre présentation, sur votre mot introductif. Ce n'est pas pour polémiquer. Vous avez dit qu'il a régné pendant 4 ans. Il n'a pas régné, il a gouverné le pays pendant 4 ans. Et ce n'était pas simplement le président du Conseil national de révolution, c'était le président du Faso. Voilà, ce que je voudrais revenir sur ça. Alors, je dirais qu'à l'époque, j'étais jeune, petit, pionnier. Je ne me fais pas trop raconter la révolution, je l'ai vécue avec le béret jaune et le foulard rouge. Et je connais l'homme pour l'avoir vu sur le terrain en tant que pionnier. Et je connais l'homme aussi de par mes tontons et de par mes aînés, puisque mon père même est militaire de formation. Le colonel aussi, c'est un oncle à moi, c'est un tonton à moi. Donc, j'étais bien servi, en tout cas, pour savoir beaucoup de choses sur l'homme. Et en tant qu'enfant, en tant que pionnier à l'époque, naturellement, c'était notre papa. On était séduits parce qu'il était proche de nous. Et je me souviens que quand on préparait la fête du 4 août, les pionniers étaient internés dans des écoles, voir ça du 4 août. Et pendant que vous êtes en train de prendre votre petit sommeil ou votre petite sieste, on dit que le président est là, il vient, il échange avec nous, on cause avec lui. Vraiment, il était proche du peuple. Et c'est vrai, on était enfants à l'époque, mais il arrivait à transmettre des messages forts en des mots très simples, que même le plus idiot, permettez-moi le mot, arrivait à saisir, arrivait à comprendre. On était enfants, mais on comprenait le message. Et l'image que je retiens de lui, c'est que c'est quelqu'un qui aimait vraiment son pays, un vrai patriote, et qui incitait les enfants que nous étions à l'époque au travail, l'ardeur au travail. Donc c'est entre autres des valeurs qu'il défendait, que je retiens de lui. Et vraiment, souvent quand je parle de Thomas Sankara, je parle de lui avec beaucoup de passion, mais je vais faire l'effort de ne pas parler avec beaucoup de passion aujourd'hui. On espère. Oui, Yamba Malik, vous êtes militant sankariste et certainement que vous vous êtes fait une idée de cet homme-là, qui est l'objet de nos échanges de ce soir. Oui, tout à fait, merci bien. Je n'ai pas eu de rapport particulier avec le camarade Thomas Sankara, quand bien même nous sommes de la même commune, nous sommes du même département. Nous avions des liens familiaux. Ben, nous n'avons pas eu de rapport très particulier avec lui avant le 4 août 1983, avant la Révolution. C'est pendant la Révolution qu'effectivement, nous avons pu en tout cas, fréquenter l'homme. Nous étions à la base, nous avions eu la chance d'être mobilisés avant le 4 août, j'allais dire d'être formés idéologiquement avant l'avènement de la Révolution qui était imminente. Et nous avons effectivement répondu à l'appel donc de l'avènement du 4 août, la nuit du 4 août. Donc à partir de cet instant, nous avions beaucoup travaillé ensemble par l'intermédiaire, bien sûr, de notre secrétaire général de CDR. Les gens ne le savent pas. C'est le premier, voilà. Tout à fait. C'est le premier secrétaire général de CDR. Abdou Salam Kaoul, c'est le premier. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Bon, nous avons beaucoup travaillé avec lui avant qu'il ne soit nommé ministre de la Santé. À travers lui, nous avons vraiment beaucoup travaillé avec Thomas Sankara. Donc nous l'avons trouvé vraiment un homme sympa, simple, travailleur surtout. Quand vous travaillez avec Thomas, bon, vous ne vous lassez pas. Parce qu'à chaque fois que vous voulez, chaque fois il est là, vous encouragez. Il est là, vous encouragez. Donc j'avoue que je retiens de l'homme beaucoup de choses, vraiment, beaucoup de choses. Oui, Abdou Salam Kaboré, ce 15 octobre 1987, quelque chose s'est passé au Conseil de l'entente à Ouagadougou, qui a mis fin à la vie de Thomas Sankara, le président du Faso. Est-ce que pour vous,
D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je vais vous décrire ma journée du 15 octobre 1987. Je venais d'être nommé ministre des Sports et j'avais regroupé tout mon ministère, tout mon personnel était au stade du 4 août. Il y avait beaucoup d'avantages à cela, c'est que tous les jours on se fréquentait, on apprenait à se connaître en dehors des dossiers. Mais en plus, tous les jours, je pouvais provoquer des réunions avec tel groupe telle fraction de mon ministère pour telle ou telle action. Mais le plus important, c'est que c'est notre ministère, le ministère des Sports, qui allait manager les gens au sport de masse en ville. Et ça me permettait d'avoir tout le monde à côté de moi. Et tous les jeudis matins, je joue le sport de masse. Et tous les lundis matins, je joue le sport de masse. Nous avions une réunion de tous les ministères. Comme tout le monde était sur place, il n'y avait pas de problème. On se réunissait tous au ministère, au stade du 4 août. Et nous parlions de choses du ministère, comment impulser le sport de masse, le sport d'élite, etc., etc. Mais après chaque réunion, nous avions ce que nous appelons la minute politique. Et là, celui qui avait quelque chose à dire sur le plan politique levait le doigt et le disait haut et fort. Il se trouve que ce jeudi 15 octobre, c'était le jour de sport de masse. Il y a eu notre réunion le matin sur le plan sportif. Ça s'est passé. Et puis à la minute sportive, il y a un qui a levé le doigt et qui a dit qu'il paraît que ça ne va pas entre les chefs de la Révolution, qu'ils ne s'entendent plus, etc., etc., que l'un va tuer l'autre, etc. Je vous assure que j'ai pris bien 15 minutes. Je me suis évertué à montrer aux agents du ministère des Sports que, alors, aucun d'entre nous n'avait intérêt à ce qu'il y ait un crash. Au contraire, nous faisons tout pour rester soudés. Malgré les bruits que vous entendez, nous restons soudés. Et nous travaillons pour rester soudés. Et je voudrais que la preuve, c'est qu'effectivement, nous entendions ces bruits nous aussi. Et un peu pour y parer, il y avait la journée mondiale de l'alimentation qui était proche. Je crois que c'était ce jeudi après-midi, vendredi après-midi. Et nous avons proposé au niveau du Conseil national de la Révolution que les 4 chefs de la Révolution sortent sur le podium et qu'on les voit tous les 4 ensemble, ça pouvait faire un peu taire les bruits. Bon, rien Donc, n'y a au fait. moment où vous étiez en train de parler, vous vous doutiez de ce qui se passait? Non, au pas Conseil. encore, puisque c'était le matin. Notre réunion, c'était le matin. Et effectivement, à 15h, j'étais encore au ministère, et c'est à 15h, moi qui ai dit aux gens de s'égayer pour aller manager le sport de masse aux autres fonctionnaires. Tout le monde rebroussait chemin en disant ça tire en ville, ça tire en ville, ça tire en ville. C'est comme ça que j'ai vécu le 15 octobre. Ça tire en ville, donc je suis resté au ministère des Sports, et à la nuit tombée, j'ai dit à un camarade qui était au génie militaire d'appliquer la loi des militaires. Quand un militaire est seul, abandonné, il rejoint l'unité la plus proche. Donc il m'a envoyé une escorte et je l'ai rejoint. C'est le camarade colonel aujourd'hui, Sanou Bernard, qui était au génie militaire. Donc nous nous sommes retrouvés là-bas. Nous avons essayé d'appeler Thomas, ça ne passait pas. Nous avons essayé d'appeler tous les ténors, ça ne passait pas. Et finalement, il y a un que nous avons eu, le Cambouensais d'ailleurs, qui nous a appris que le capitaine Thomas Sankara venait de décéder, qu'on venait de tuer le capitaine Thomas Sankara. Et que lui, son chef, le lieutenant Kwama, aussi avait été tué. Donc, voici ma journée du 4 août 83. Oui. Et Jean-Hubert Pardon, du 15 octobre. Oui, du 15 octobre. Oui, Jean-Hubert Bazier, comme il l'a expliqué Abdou Salam Kaboré, c'était la fin de la vie de Thomas Sankara. Mais est-ce que ça ne représente pas en même temps la fin de ce processus de la révolution? Vous savez... Est-ce que ce n'est pas un coup d'arrêt porté à la révolution? Après son assassinat,
nous avons entendu à travers les médias d'État toutes sortes d'injures ordurières, disant par exemple qu'il s'est faufilé dans l'histoire de ce pays, que c'était un réactionnaire. Il y a même une femme qui a accompli la prouesse de dire à la radio que Thomas Sankara était misogyne. Si vous évaluez tout ce que Sankara a fait pour la femme et les femmes, véritablement c'était une hystérie d'une certaine frange politique. Ils ont tout fait pour salir sa mémoire. Et pire, ils ont dit par la suite qu'ils étaient venus pour approfondir la révolution et que Thomas Sankara était coupable de dérives droitières, qu'il infléchissait la révolution vers la droite. C'est cela d'ailleurs qui a trompé un certain nombre de militants et même d'officiers qui ont pensé en toute honnêteté que bon, si c'était pour approfondir la révolution, pourquoi pas, et qu'il fallait sauver la révolution. C'est aussi... ce qui s'est appelé quelque part la rectification. Oui, bon... Mais est-ce que c'est pas en même temps un coup d'arrêt à cette révolution? Parce que l'histoire a démontré... Bon, quand on parle de coup d'arrêt, je ne sais pas s'il y avait eu véritablement un coup d'arrêt. Aujourd'hui, la mémoire de Sankara ne ressurgirait pas de manière extraordinaire et de manière vivace. Je dirais plutôt que c'était une tentative de tuer la révolution. Mais la révolution, ce n'est pas uniquement le régime du CNR. Je me rappelle quand nous avions été à Cuba, nous avions été à Santiago de Cuba, et on nous a raconté cette histoire de Fidel Castro dans les premiers moments de la lutte révolutionnaire contre le dictateur Juan Batista. Et on nous avait dit que Castro, à un moment donné, était dans le viseur d'un soldat de Juan Batista. Et il y avait un soldat noir qui était à côté de cet autre soldat qui voulait abattre Fidel Castro, et il lui a dit « Non, ne tire pas. On ne tue pas les idées. On ne tue pas les idées. » Si c'est le corps de Sankara qu'ils ont labouré de balles, ce n'est pas les idées de Thomas Sankara, ce ne sont pas les idées de la révolution qui ont été abattues par les balles. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas le coup d'arrêt de la révolution. C'est un autre épisode qui s'ouvrait. Oui. Abdou Salam. Oui, alors, excusez-moi de revenir en arrière. Il y a un pan, une partie de la vie de Thomas Sankara que nous avons occultée et qui est très importante pour le débat et la suite du débat. C'est que, donc, la ville de Ouagadougou bruissait de tous les bruits, les gens ils s'entendent pas, ça va, il y en a un qui va tuer l'autre, etc., etc. Sankara entendait tout ça aussi. Et il y a eu une interview dans laquelle il a dit vertement que si un jour vous apprenez que Blaise Compaoré est contre moi, ne faites rien, il va gagner. Si j'en parle, c'est pour vous dire l'atmosphère du 15 octobre et des jours précédant le 15 octobre. Sankara, tout le monde, moi compris, est venu dire à Sankara, écoute, maintenant, ça n'est trop.
la chose semble vouloir se réaliser. Et Sankara qui répétait, je vous ai dit, si Blaise veut faire quelque chose contre moi, ne faites rien, parce qu'il va gagner. C'est pour vous dire que le monsieur, en plus de sa vie héroïque de militaire, sa vie de brave militaire, il est mort en sachant qu'il allait mourir. Et c'est ça qui est extrêmement important, qu'il faut connaître aujourd'hui. Sankara, il s'est suicidé. Et pourquoi il s'est suicidé? Et pourquoi il disait que si Blaise veut attenter à ma vie, ne faites rien, il va gagner? C'est parce que Sankara était un bon militaire. Et il ne voulait pas de bain de sang dans ce pays. C'est la plus grande explication. Tout le monde, même des internationaux, sont venus auprès de Sankara pour lui dire c'est tel jour ça va se passer, etc. On a des cassettes qu'on peut vous envoyer. Il n'a voulu rien savoir. Il a dit non. Et quand le coup est arrivé au Conseil de l'Entente, c'est comme s'il l'appelait de ses voeux et il est parti sans qu'il y ait un bain de sang dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de trahir la révolution? Non, excusez-moi, je vais intervenir. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la thèse qu'il a développée, la thèse du suicide. Cette thèse a longtemps couru les pages des journaux et les antennes des radios. Je dirais modestement que 2 jours avant, j'étais avec Thomas Sankara. Et le schéma qu'il voyait n'était pas son assassinat, même si c'était l'une des hypothèses. Et il avait évoqué la situation cubaine et le schéma de l'arrestation. Il ne l'a pas dit explicitement, mais le schéma de l'arrestation et du soulèvement et du rétablissement de l'ordre révolutionnaire. Sankara était un croyant. Sankara ne pouvait pas aller à la mort, mais il acceptait payer de sa vie son idéal et les valeurs qu'il défendait. Il y a une nuance là-dedans. Il n'est pas allé à la mort, mais il a accepté de mourir pour son idéal. Oui, Yamba Malik Sawadgo, pour vous, c'est aussi au-delà de la mort d'un homme, une sorte d'altruisme pour que vivent ses idées. Oui, je voulais avant tout rappeler que à ceux que Sankara répondait, à ceux qui craignaient pour sa vie, qu'après avoir sémé la graine de la révolution, ma mort ne pourra plus mettre un frein à l'éveil des consciences et que plus jamais rien ne sera comme avant. Donc aujourd'hui, le plus jamais rien ne sera comme avant, c'est depuis 1987. Voilà. Non, avant bien 1987. Voilà, bien avant 1987. Oui. Et Eric, pour vous, en quoi Thomas Sankara a-t-il marqué les consciences au Burkina Faso? Vous dites que vous étiez pionnier de la révolution en son temps, et certainement que ces idées vous ont fortement imprégné. Absolument. D'abord, je dirais qu'il a marqué les consciences au Burkina parce que c'était un grand pédagogue. Je n'ai jamais croisé un pédagogue, un président pédagogue comme Thomas Sankara. Ça marque les esprits. Deuxième fait que je retiens et qui marque les esprits, c'est sa capacité d'autocritique et son esprit ouvert au dialogue. C'est extraordinaire. Vous reprenez ce discours, les témoignages, cette capacité à se regarder soi-même et à opérer des critiques radicales, Thomas Sankara le faisait. Et je pense que les doyens sont là, eux qui ont travaillé à ses côtés, ils peuvent témoigner. Si je suis en train
de prendre les décors, en tout cas, il peut me ramener sur le droit chemin par rapport à ce que je viens de dire. C'est ça surtout que moi je retiens de l'homme, c'est ça qui m'a surtout marqué. Accepter que je ne suis pas parfait, il le disait d'ailleurs, accepter de faire son autocritique, ça c'est la grandeur de l'homme. Et je pense que depuis son assassinat, tous ceux qui ont eu à occuper des postes de responsabilité, qui ont eu en charge à un moment donné ce pays-là, s'ils avaient cette capacité d'autocritique comme Thomas Sankara, on aurait pu éviter en tout cas un certain nombre de dérives. Okay. Oui, Jean-Hubert Bazier, on parle de l'idéal sankariste pour dire que les idées de Sankara peuvent être moulées à l'intérieur de ce socle-là. Est-ce que ça tient comme analyse? Bon, je dirais tout simplement que il y a une phrase que Thomas Sankara a utilisée et qui peut expliquer beaucoup de sa démarche. Il avait dit « Mieux vaut un pas avec le peuple que 100 pas sans le peuple ». Quand vous savez que le peuple est divers, que ceux qui composent le peuple ont à la fois des tares, des qualités, et qu'il faut bouger avec cet ensemble. Vous êtes obligé d'être modeste, vous êtes obligé d'être pédagogue pour faire partager vos convictions, pour ne pas mépriser ceux qui ont des faiblesses, ceux qui ont des insuffisances. Parce que, de par le passé, nous avons connu des leaders étudiants, des leaders politiques, des chefs d'État qui se présentaient comme des timoniers, des grands leaders, ceux qui savent ce que le peuple doit faire, ceux qui donnent au peuple ce qu'ils croient que le peuple veut. Alors que Thomas Sankara propose, dans sa démarche pédagogique, d'aller avec tout le monde, de ne pas se presser. Parce que si vous voulez vous presser, vous pouvez faire 100 km tout seul. Mais quand vous allez vous retourner, vous ne verrez personne avec vous. Et le commandant Abdul Salam Kaboré a donné l'exemple du capitaine Thomas Sankara revenant à pied du nord du pays avec sa troupe. Faites ce que je fais. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu de populisme dans cette façon de faire? Vous parcourrez la vie de Thomas Sankara, vous ne verrez pas du populisme là-dedans. Ce sont ses adversaires qui disaient qu'il était orgueilleux et qu'il faisait le malin quand il essayait d'expliquer la révolution, d'expliquer ses idées. Et ses adversaires n'avaient pas cette capacité-là, cette qualité de vulgariser ces idées-là. Et je dirais le fils, parce que 67 ans, disait que Thomas Sankara, quand il expliquait les choses, il était convaincant. Donc, il n'y a pas de populisme là-dedans. Je prendrai un exemple pour que vous puissiez mesurer à quel point Thomas Sankara était une exception. Voilà quelqu'un dont le père était sérieusement malade. On devait l'évacuer. Il a dit non. Son père doit partager les mêmes conditions que les pères ordinaires au Burkina. Dans l'esprit de la tradition, l'enfant qui vole pour soigner son père est excusé. L'enfant qui commet des erreurs parce que son père est dans une situation particulière est pardonnable, est excusable. Mais lui, c'était le premier responsable du Faso. Et il a osé interdire l'évacuation de son père. Je ne sais pas si vous mesurez la portée, mais les gens ordinaires et simples vont l'insulter.
C'est la même chose que pour sa mère. Quand elle est devenue chef d'État, il y en a qui disaient, mais il ne faut pas que sa mère continue de vendre assise à sa petite table comme toutes je ne dirais pas toutes les femmes, mais les femmes ordinaires du Burkina. Et sa mère a dit non, je n'arrête pas. Vous voyez la modestie, la conviction, le souci de la justice et l'idée que le pouvoir ne doit pas enrichir, ne doit pas servir celui qui l'exerce, mais bénéficier à ceux qui sont ordinaires. Je prendrai, et là je conclurai en prenant l'exemple du rognier. On dit que celui qui veut profiter de l'homme du rognier ne s'assoit pas à côté du rognier, parce que l'homme du rognier se projette au loin. Sankara, c'était le rognier. C'était également un homme de conviction, Abdou Salam Kavouri. C'était un homme de conviction. Et je voulais ajouter à ce qu'il dit là une anecdote. Bien sûr, il y avait le Conseil national de la Révolution, il y avait le gouvernement, mais les 4 ténors de la Révolution se retrouvaient entre eux pour parler des choses les concernant. Et un soir, il y a eu un clash là-bas. Le capitaine Thomas Sankara a été fâché contre ses 3 autres interlocuteurs. Il a claqué la porte, il est sorti. Mais 5 minutes après avoir téléphoné à 1 ou 2 de ses collaborateurs, il est revenu en s'excusant auprès de ses camarades, en disant que ça a été un coup de sang qui lui est arrivé. C'est pour vous dire effectivement que le capitaine Thomas Sankara n'était pas l'homme qui pensait qu'il avait tout le temps raison, que ce qu'il faisait était tout bien. Non, il disait souvent, bon, tout le monde la connaît maintenant, c'est la force des arguments, c'est pas l'argument de la force. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le haut et fort et étayez-le bien. Peut-être que ça prendra. Oui, Eric. Je vais risquer une comparaison. Je suis philosophe de formation. Quand je regarde la personnalité de Sankara, ça me fait penser tout de suite à Socrate. L'infatigable, toujours avec une mission en tête, une vision, et sachant bien que dans sa mission, il y a des risques. Il le faisait, la force des arguments, c'était vraiment proprement Thomas Sankara. Et c'est ça qu'il a marqué les esprits. Et quand on parle de Thomas Sankara en termes de populisme, et comme l'a dit le doyen, le papa, c'est véritablement ceux qui ont voulu ternir son image, ce n'est pas du populisme. L'homme se caractérisait par le fait qu'il fait ce qu'il dit. Et il avait cette grande vision, cette force dans la vision. Les thématiques qu'on retrouve dans son discours, quand aujourd'hui on se revendique de l'idéal sankariste, on défend les idées de Thomas Sankara, ce n'est pas pour verser dans un passéisme stérile. Les thématiques de son discours, là, c'est tellement actuel. Moi, j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui a travaillé avec lui, dont je tais le nom, qui disait que, bon, voilà, à l'époque déjà, ils étaient ministres, il disait, mais il fallait apprendre l'ordinateur, les touches, etc., etc. Mais à l'époque, mais vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez appartenir au nouveau monde, il faut connaître l'outil informatique. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, la question environnementale. Aujourd'hui, on dépense des milliards, etc., sauvons la planète. Mais dans les thématiques qu'on retrouve dans le discours de Thomas Sankara, c'était ça. Il était convaincu que si on ne développe pas une politique environnementale adéquate, on court vers la catastrophe. Les 3 luttes. Oui. Nous avons vécu ça à l'école. Les 3 luttes, les pionniers, il faut faire les foyers améliorés, il faut éviter de couper abusivement les bois, etc. 3e exemple, aujourd'hui la question de la femme. La question de la femme mobilise beaucoup de forces aujourd'hui, des ONG, des associations, mais en même temps il y a beaucoup de pertes d'énergie. Souvent moi je dis à mes tantes, à mes mamans qui ont connu Thomas Sankara, je regrette, vous n'allez plus jamais avoir quelqu'un sur cette planète qui va vous défendre autant, avec autant de conviction, avec autant de rage que Thomas Sankara. Et que par conséquent, toutes les femmes devaient être de facto
des sankaristes convaincus, purs et durs. Ça a toujours été mon langage et je maintiens ce langage-là. Oui. Yamba Malik, on l'a vu, c'est également un homme de conviction, je l'ai dit. Dans ses discours, il reprenait un certain nombre d'idées panafricaines comme celle de Patrice Lumumba. Et même aujourd'hui, d'aucuns le comparent au Tché. Tout à fait. Ernesto Che Guevara, qu'on a connu dans le temps également. Effectivement, vous faites toute cette référence au 15 octobre. Malheureusement, j'ai vu Thomas mort le 15 octobre, mais c'est pour dire qu'il est mort avec ses convictions. Donc tous les camarades décrivent, on sent senti que Thomas est mort avec toutes ses convictions. Il est mort les deux poings fermés, bouche bée, comme s'il transmettait un message. Donc, je puisse en tout cas affirmer que Thomas Sankara est un homme de conviction. Il s'en est allé avec toutes ses convictions. Oui, Jean-Hubert, oui. Au début, vous avez parlé de la rectification. J'ai eu la chance de savoir que Thomas Sankara a rédigé un discours quelques jours avant son assassinat et il a donné une copie de ce discours à chacun de ses camarades immédiats. Je veux parler, oui, des trois autres. Et dans ce discours, il disait que les Burkinabés avaient beaucoup donné à la révolution, qu'ils avaient beaucoup fait pour la révolution, et que le temps était venu, le moment était venu de faire une pause et de procéder à la rectification. Ceux qui l'ont tué ont pris l'idée et ont mal rectifié. Deuxième élément, et je profite véritablement de l'occasion qui m'est offerte pour resituer ce deuxième point. Vous savez que quand on devait licencier les 2600 les 2600 enseignants, au départ, Sankara n'était pas pour ce licenciement. Mais les gens connaissant l'homme, il y en a qui ont fait parvenir à ses oreilles que, voilà, comme il avait des parents parmi ses enseignants, il n'en ferait rien. Raconte qu'il n'était pas au Conseil des ministres qui a pris la décision de licencier ses enseignants. Bon. Et que dans le temps, il avait même voulu revenir là-dessus. Non, cela je ne savais pas. Mais ce qui est certain, pour leur reprise, c'est la même pression psychologique qui a été utilisée. Il y en a qui ont dit, bon, comme il a des parents parmi les enseignants licenciés, vous allez voir, il va les reprendre. Il a signé un arrêté reprenant les enseignants. Aucun média d'État n'a publié cet arrêté. C'est l'Intrus, l'hebdomadaire que je dirigeais, qui est le seul journal qui a publié cet arrêté reprenant les enseignants. Comment vous avez pu vous procurer de j'étais proche de lui. J'étais proche de Thomas Sankara et chaque semaine, je lui donnais 3 exemplaires de l'Intrus. Voilà. Et quand il y a eu le coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État ont dit que les enseignants étaient repris. Mais ceux qui avaient lu le journal ont dit, mais c'est déjà fait. C'est pour vous dire que le coup d'État était préparé depuis longtemps. Et que, le discours qu'il devait prononcer fauchait l'herbe sous les pieds de ceux qui préparaient le coup d'État. Parce que s'il disait, on fait une pause, on fait le point, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Deuxièmement, le prétexte du licenciement des enseignants qui a eu un impact social négatif certain, ce licenciement était l'un des éléments
que ceux qui ont fait le coup d'État apportaient pour se faire apprécier. Donc ce sont ces deux éléments, entre autres, que je voulais corriger pour que les gens comprennent que les choses n'étaient pas faciles. C'est le document dont Bazié fait référence, savoir le discours qu'il a réuni son cabinet justement pour les faire connaître le contenu de ce discours avant la réunion avec le CNR. Donc ces détracteurs l'ont attribué de fomenter un coup de 20 heures. Donc tout ça c'est archi faux. Oui, Abdou Salam, on va essayer d'évoluer dans cette émission. On l'a vu, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui a révolutionné la politique de son pays à travers une approche pragmatique basée sur la rigueur et tout ce qui s'ensuit, l'honnêteté exemplaire de la part des dirigeants. Mais aujourd'hui, que vaut l'idéologie sankariste? Que vaut l'idéologie sankariste? C'est une bonne question. Je pense que Sankara, il a fréquenté beaucoup de personnes l'ont fréquenté. Il y en a qui ont pris de ce qu'il avait de bon et d'autres ne l'ont pas fait. Mais je suis sûr que la plupart des personnes qui ont fréquenté Sankara ont été plus ou moins contaminées par son virus. Et souvent, on parle, après on dit, ah ben tiens, tu parles comme Thomas, toi. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous avons tous, peu ou prou, quelque chose de Sankara que nous avons en nous et avec lequel nous marchons. Et si aujourd'hui on en est arrivé à penser au mémorial en souvenir de Thomas Sankara, c'est parce que Thomas Sankara, il aimait ce qui était beau, ce qui était grand. Et nous aussi, on veut que le mémorial soit grand, soit beau et soit à son image. Pour perpétuer ses idées. Pour perpétuer ses idées. Oui. Eric Kinda, oui. Aujourd'hui. En fait, l'idéologie sankariste, il faut dire qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Et si vous avez fait attention à mon intervention précédente, j'ai dit que les thématiques que l'on retrouvait dans son discours, c'était des thématiques très actuelles. Donc, c'est des idées, il faut dire les idées de Thomas Sankara ont encore de beaux jours devant elle. Et si aujourd'hui, il y a une certaine jeunesse qui est en train d'émerger, c'est justement pour faire la promotion et la défense de ces idées-là. Et j'allais dire que Sankara, il avait tant de qualités qu'il est difficile de l'identifier à telle ou telle figure, à une seule figure emblématique. On le compare au Tché, moi j'ai risqué une comparaison avec Socrate. On le compare à Amical Cabral, Patrice Lumumba. Imaginez, c'est ça qui fait de lui un homme exceptionnel, difficile de l'identifier à une seule figure. Donc je pense que avec l'idée du mémorial, le projet du mémorial, c'est encore pour faire la promotion des idées de Thomas Sankara. C'est vrai, c'est pour maintenir sa mémoire, mais je pense également que c'est pour faire valoir ses idées. Il ne s'agit pas de faire un mémorial, mais il faut faire valoir ses idées. Il faut essayer de faire comme lui. Oui. Quand je dis essayer de faire comme lui, c'est difficile de faire exactement comme une figure comme Thomas Sankara. On essaie toujours. Voilà. Oui. Par exemple, vous vous souvenez de consommons burkinabé, produisons et consommons burkinabé, vous vous souvenez de ça? Maintenant, c'est 25 après que même les pays réactionnaires ne veulent plus vendre leur bois brut comme ça. Ils veulent le travailler avant de vendre leur bois. Ouais, tout à fait. Oui. Et on va y arriver, Jean-Hubert Bazié, mais on l'a vu, ces héritiers politiques aujourd'hui pratiquement ne reflètent pas forcément cette idée d'unité et d'union qu'on aurait souhaité avoir de ceux qui se réclament de l'héritage de Thomas Sankara. Comment vous pouvez expliquer cela? Thomas Sankara, c'était une intelligence. Thomas Sankara, c'était un idéal. Et Thomas Sankara, c'était une foi.
Thomas Sankara se battait pour cet idéal. Et il était prêt à donner sa vie pour défendre cet idéal. Il suffit simplement de regarder parmi les leaders qui se réclament de Thomas Sankara si leur façon de vivre correspond à celle de Sankara. Vous en êtes un, certainement, que vous pouvez le dire. Non, je n'ai pas cette prétention. Si leur expression rejoint celle de Thomas Sankara, je prends un exemple simple. J'étais à la présidence, j'étais le directeur de la presse présidentielle et j'ai eu la chance de connaître le père de l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a connu mon père aussi dans le temps parce que mon père était un homme politique et un militant du RDA. Et vous savez que Thomas Sankara se déplaçait avec sa petite voiture. Et la Renault 5. La Renault 5. Et le père de Roch-Marc Christian Kaboré avait une belle Mercedes qui l'amenait à la présidence, qui conduisait pour venir à la présidence. Et j'ai constaté à un moment donné qu'il avait abandonné sa Mercedes pour utiliser une voiture plus banale. C'est vous dire que ce père-là, cet ancien-là, avait compris le message, la symbolique. Celui qui est le premier responsable, celui qui doit diriger, celui qui doit être à côté de ceux qui dirigent, doit être à l'image de la simplicité. Le père de Roch avait des moyens. Il pouvait venir avec de grosses caisses, mais il s'est plié à la philosophie révolutionnaire. Et c'est dans ce sens-là que je dis que le modèle Sankara, tout le monde peut l'imiter. Tout le monde, à sa façon, est sankariste. Les enfants qui lèvent les doigts et qui crient les slogans, même s'ils ne connaissent pas le fond de ces slogans, quand ils vont comprendre ces slogans, quand il y aura la maturité, quand ils vont essayer d'imiter, s'il y a des contradictions, ils vont s'adapter. Sankara, ce n'est pas uniquement des paroles, c'est un mode de vie. C'est faire voir, c'est faire comprendre. Et je dirais une chose. Quand Sankara était secrétaire d'État à l'information, c'était donc C. Herbeau qui était président. J'étais directeur général de la presse écrite, Sidoya, j'étais le premier directeur général. Et quand C. Herbeau faisait beaucoup de sorties, nous avons essayé d'évaluer les dépenses en carburant. Et nous avons écrit ça dans le journal. Et C. Herbeau n'était pas content et il m'a fait convoquer en tant que directeur général. Et chez lui, à son bureau, c'était à côté de la Sonabel, à l'état-major. Et je devais y aller à 15h. Et c'est Sankara qui me l'a dit que le président voulait me voir. Et à 15h moins, Sankara s'est présenté à Sidoya pour m'accompagner. Et avant d'y aller, Sankara m'a dit, si le président te donne quelque chose, il faut prendre parce que c'est le président. Tout dépend de ce que tu vas en faire. Effectivement, nous sommes allés, et pour parler vite, le président C. Herbeau a dit, voyez, si vous dites qu'on consomme tant de carburant, les gens vont croire que c'est des dépenses inutiles, alors qu'il faut prendre contact avec le peuple, il faut expliquer, etc. Et avant de partir, C. Herbeau a remis l'enveloppe. Et les imprimeurs, les journalistes qui restaient jusqu'à 23h, 2h du matin, quand ils sortaient,
ils étaient en danger. Quand ils sortaient pour prendre le pot, Gombo n'a pas commencé voilà, pour aller manger, ils s'exposaient. Et c'est avec cet argent que nous avons transformé l'un des bureaux en buvette, avec des sandwichs, avec tout ce qu'il fallait pour que les ouvriers et les journalistes de Sidoya puissent avoir quelque chose sur place, à boire et à manger. Vous voyez que la pensée de Thomas Sankara n'est pas vulgaire. Si un supérieur te donne quelque chose, prends. Mais tout dépend de ce que tu vas en faire. Alors que d'autres disent, ne prends pas. Oui, Yamba Malik. Aujourd'hui, on peut dire que ces héritiers ne sont pas quelque part dignes de ce que Thomas Sankara a voulu avoir. Oh bon, c'est trop dire qu'ils ne sont pas dignes, c'est trop dire, parce que tout de suite les camarades disaient tantôt que Sankara était exceptionnel, d'où la diversité justement de plusieurs types de sankarisme, ce qui est normal. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas... Chacun fait de son mieux pour refléter justement un pan de Thomas Sankara. Mais personne ne peut jusqu'à présent dire qu'il peut être Thomas Sankara. Ça, c'est une réalité. Vous savez, beaucoup de gens se réclament de Sankara et évitent de s'enfermer dans les termes sankaristes. Parce qu'ils voient que le terme sankariste est plus politique. On voit un engagement politique. Et comme vous le dites si bien, bon, nous, les politiques, nous n'avons pas su donner confiance à nos militants de base aujourd'hui. Nous n'avons pas su donner confiance à nos citoyens. Donc il y a un manque de confiance entre le citoyen et ceux qui se disent sankaristes aujourd'hui. Raison pour laquelle, comme disait le petit frère tout à l'heure, partout dans le monde, vous trouverez des gens qui disent « Moi, je suis Sankara. Sankara égale l'évolution. » Mais ils évitent de dire « Je suis sankariste ». Lorsqu'on parle de sankariste, c'est comme si on s'enfermait dans le milieu politique, dans un carcan politique. Ça devient assez réductrice. Tout à fait. Oui, Eric Kinda, on l'a vu, le ballet citoyen en son temps s'est appuyé sur des idées de Thomas Sankara pour arriver à soutenir sa lutte. Et nous avons connu un certain 30 et 31 octobre 2014 qui était une sorte d'insurrection. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse aujourd'hui, qui a pris Sankara comme une sorte d'icône, est représentative des idées de Sankara? Oui, et ce n'était pas une sorte d'insurrection, c'était une insurrection. Alors, au niveau du ballet citoyen, je crois qu'après l'insurrection du mois d'octobre, le mois de décembre qui a suivi, nous avons organisé une cérémonie solennelle au cimetière de Dagnoé pour nous recueillir. Et à l'occasion de cette cérémonie solennelle, nous avons élevé Thomas Sankara au rang de premier Sibal. Il y a eu un débat à l'interne, il y en a qui disaient qu'il fallait appeler Sibal suprême. Et finalement, on a opté de l'appeler, de l'ériger au rang de premier Sibal parce qu'au niveau du ballet citoyen, nous sommes convaincus que c'est véritablement le premier Burkinabé à donner le véritable coup de ballet avec conviction et avec foi. Alors, aujourd'hui, je pense que grâce au témoignage et au travail des aînés, de plus en plus, pour répondre à votre question maintenant, grâce au travail des aînés, beaucoup qui n'ont pas connu l'ère Sankara, qui n'ont pas connu Sankara, commencent à comprendre beaucoup de choses et ils constatent que les valeurs que Sankara défendait, les valeurs qu'il incarnait, c'est exactement ces valeurs que les jeunes d'aujourd'hui veulent voir défendre. Ils veulent des dirigeants qui sont proches des sans-voix. Ils veulent des dirigeants qui donnent des exemples, des dirigeants qui ne se contentent pas de mots. Donc je peux dire que Sankara, son idéal et les idées qu'il défendait, il y a une certaine unanimité autour. Que l'on veuille ou pas, tu peux ne pas aimer l'homme, mais c'est la réalité. Et moi j'ai foi que si les idées défendues par Thomas Sankara, si elles sont vraies et justes, ce qu'on appelle division des sankarismes, moi j'ai foi que tôt ou tard on finira par se retrouver encore. Oui. Et j'ai entendu tout de suite des témoignages assez émouvants
Moi, j'allais demander aux aînés, il est grand temps d'écrire vraiment les mémoires sur cette affaire-là. Parce qu'il y a les grands falsificateurs de l'histoire qui racontent parfois des mensonges à la jeunesse. Cette jeunesse-là, pour aider le pays à aller de l'avant, a besoin de la vérité. Ça, c'est des sources crédibles. Ceux qui ont travaillé avec lui, des anecdotes. Moi, je vous invite, ne partez pas avec cette mémoire-là. D'accord. Il faut consigner ça dans des documents pour la postérité. On termine avec vous, Abdou Salam Kaboré. Il parlait d'anecdotes. Je vais en donner une. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se posent des questions. Bon, au niveau du mémorial, on nous a posé 1001 questions. Il y a un qui a posé une question. Si Sankara existait, il serait aujourd'hui autocratique, il serait, etc., etc., etc. Et puis moi, je dis c'est faux. Parce que, et c'est là que vient l'anecdote, lorsque nous avons pris l'avion à Ouagadougou pour aller en Algérie, puis chez les Sahraouis, Sankara et moi, on s'est assis et la question qu'il m'a posée, comment allons-nous faire pour devenir des individus comme les autres? C'est vous dire que s'éterniser au pouvoir, c'était pas du tout son truc. Je voulais aussi le temps qui nous est donné est largement épuisé, oui. Corriger quelque chose. Et nous avons parlé de Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara n'était pas seul. Son idéal, il a pu le matérialiser avec beaucoup d'autres compagnons, y compris Blaise Compaoré. Le 15 octobre, il a eu des compagnons qui ont été assassinés, des camarades, des amis. Je pense à Kiemdé, le jeune Kiemdé. Je pense à l'adjudant-chef Saba. Le 15 octobre n'a pas été que le drame de la disparition de Sankara. Il a été le drame de plusieurs familles. Il y a, par exemple, la fille de l'adjudant Saba qui a fini par devenir folle. Oui, et il y a des gens qui ont été secoués dans leur intimité parce que ça remettait en cause le symbole de l'amitié, le symbole de la camaraderie, le symbole de l'honneur, le symbole de l'intégrité. Et c'est à tous ces gens-là que je pense, à tous ceux qui ont contribué à incarner la révolution et à incarner l'intégrité que nous admirons aujourd'hui à travers Thomas Sankara. C'est ce que je voulais dire. Ce seraient les derniers mots de cette émission. Merci à vous, docteur Jean-Hubert Bazier, d'être venu pour cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes ancien compagnon de lutte de Thomas Sankara. Également était là pour cette émission Yaba Malik Sawadgo, ancien député à l'Assemblée nationale et militant sankariste, était avec nous également. Abdou Salam Kaboré, le président du comité d'organisation du mémorial Thomas Sankara. On aurait pu parler du mémorial, mais le temps est vraiment réduit pour que on aimait. Ce n'est que partie remise, on aura l'occasion certainement de revenir là-dessus. Et enfin, Eric Kinda, de la coordination nationale du ballet citoyen. Merci à tous les quatre d'être venus pour cette émission. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale sur Thomas Sankara, quel héritage. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres thèmes sur la télévision du Burkina. Au revoir. Nous avons honte quand nous entendons parler d'Africains qui achètent des châteaux en Europe ou qui déposent des gros comptes dans les banques en Suisse et ailleurs. C'est une honte. Pendant ce temps, beaucoup d'Africains sont là misérables. Donc, nous ne pouvons pas permettre cela.